Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue. Nous sommes mardi 7 avril. Nous espérons que vous portez au mieux chez vous. Nous allons tout de suite commencer ce point de presse quotidien et je cède la parole à Emmanuel pour un point sur la situation pandémique. Bonjour à tous, goedemorgen iedereen. Nous faisons aujourd'hui le point sur la situation d'hier, du lundi 6 avril. En ce qui concerne les nouvelles hospitalisations, 314 personnes ont été hospitalisées hier. C'est une diminution par rapport à ce que nous avons observé ces derniers jours. 171 personnes ont pu quitter l'hôpital. Cela porte aujourd'hui à 6012 le nombre de personnes actuellement hospitalisées dans le cas d'une infection à coronavirus. Parmi ces personnes, 1260 sont actuellement aux soins intensifs. Cela représente une occupation des lits de soins intensifs disponibles de 56%. 999 personnes nécessitent actuellement une assistance pour respirer. Durant les 24 dernières heures, 162 personnes sont décédées. Et nous avons également été informés de 241 décès qui ont eu lieu dans des maisons de repos en Flandre durant les jours passés. Comme on vous l'a déjà expliqué ces dernières semaines, ces derniers jours, les décès qui surviennent dans les maisons de repos, les informations reviennent avec un peu plus de retard par rapport aux hôpitaux, et ce sont aussi des personnes pour lesquelles un diagnostic de laboratoire n'a pas toujours été possible. Et donc c'est ce qu'on appelle en termes épidémiologiques des patients suspects, des décès qu'on suspecte être liés au coronavirus. Parmi ces personnes qui sont décédées hier et dans le contexte que je viens de vous expliquer, 300 personnes résidaient en Flandre, 74 en Wallonie et 29 à Bruxelles. Cela porte aujourd'hui à 2035 personnes, le nombre de personnes décédées dans le contexte de cette épidémie, et ce chiffre représente à la fois les cas confirmés, notamment en milieu hospitalier, et c'est donc ce type d'indicateurs qui sont suivis plutôt au niveau international. Mais nous, en Belgique, nous prenons en considération ces cas confirmés et les personnes décédées en dehors du système hospitalier. En ce qui concerne les nouveaux diagnostics, hier, 1381 personnes ont eu un test positif pour coronavirus. Parmi celles-ci, 587 étaient en Flandre, 734 en Wallonie, 62 à Bruxelles. Cela porte à 22 194 le nombre de personnes en Belgique qui ont eu un diagnostic confirmé par un test de laboratoire. Depuis le début de l'épidémie, nous avons réalisé en Belgique 80 512 tests de laboratoire. Nous voudrions faire un point par rapport aux capacités de testing, donc la capacité à faire des tests diagnostiques en Belgique, car nous savons que c'est une question qui revient régulièrement. Donc, ces dernières semaines, la capacité à réaliser des tests de laboratoire en Belgique a très fortement augmenté, et ceci grâce notamment à des plateformes qui ont été développées dans les laboratoires universitaires, mais aussi maintenant grâce à un effort conjoint entre notamment les firmes pharmaceutiques, des entreprises de biotechnologie et des universités. Nous sommes donc aujourd'hui passés en Belgique à une capacité fortement augmentée de réaliser des tests de laboratoire, et d'autre part, les critères que nous utilisons jusqu'à présent et qui sont amenés à évoluer, qui portent en priorité les personnes qui sont gravement malades, eh bien ces personnes gravement malades, comme vous l'avez vu, diminuent en nombre. Donc ce qui fait que ces critères, quelque part, doivent être élargis, et nous avons de la place maintenant pour élargir les critères. Nous attendons donc
l'avis des collèges d'experts sur qui en priorité pourra bénéficier de ces capacités élargies. Et c'est notamment dans ce cadre-là que nous initions tout un effort au niveau des maisons de repos. Voilà pour aujourd'hui. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Het is tijd voor de cijfers. De afgelopen 24 uur zijn er 314 nieuwe patiënten opgenomen in onze ziekenhuizen. Dat is een verdere daling van het aantal nieuwe opnames in vergelijking met de vorige dagen. 171 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. En dat brengt het totaal aantal patiënten die nu in onze ziekenhuizen liggen op 6012. Daarvan liggen er 1260 op intensieve zorgen. Dat is een stijging met 3. Er zijn op dit ogenblik is de bezettingsgraad van de intensieve zorgenbedden ongeveer 56%. Er zijn nog meer dan 1000 intensieve zorgenbedden vrij. 999 patiënten worden beademd. En dat is een stijging van 15 patiënten. De afgelopen 24 uur werden er bijkomend 162 overlijdens gerapporteerd. Maar daarbovenop werden er ook nog eens 241 overlijdens gerapporteerd die de periode daarvoor hebben plaatsgevonden, tussen 1 en 4 april, in Vlaamse woonzorgcentra. Zoals reeds eerder gezegd, zit er soms een vertraging op de rapportage. Zeker de overlijdens die buiten de hospitalen plaatsvinden, die komen met wat vertraging binnen. En dat brengt het totaal aantal overlijdens op 2035 op dit ogenblik. Betreft de overlijdens in de woonzorgcentra, dit gaat meestal om mensen van heel hoge leeftijd, 85 of ouder, met heel wat onderliggende aandoeningen. Soms is het bevestigd dat zij een infectie hadden met het coronavirus. Soms is dat gebaseerd op een sterk vermoeden. Dus onze cijfers bevatten zowel de bevestigde gevallen als de vermoedelijke gevallen van coronavirusinfectie. De afgelopen 24 uur werden er 1380 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd. Dit zijn mensen die dus een positieve labotest hebben ondergaan, waarvan 587 in Vlaanderen, 734 in Wallonië en 62 in Brussel. Dat brengt het totaal aantal bevestigde gevallen in België op 22.194. In totaal hebben we tot nu toe 80.512 testen gedaan. Het is belangrijk om te zeggen dat de testcapaciteit in België de laatste dagen enorm is verhoogd door een samenwerking tussen klinische laboratoria samen met de industrie, onderzoekslaboratoria en anderen. En dat we nu bezig zijn met het verruimen van de testcriteria, te beslissen in hoeverre bijkomend mensen kunnen getest worden bovenop de mensen die we nu al testen. En dit zal in de nabije toekomst gebeuren. Dank u. Bonjour à tous. Si on regarde les statistiques de notre société belge, un tiers des familles belges est constitué d'une et une seule personne. On parle ici d'à peu près 1,7 million de personnes, de toutes les tranches d'âge confondues, des jeunes aux moins jeunes, mais surtout les personnes plus âgées. En raison des mesures renforcées qui sont prises pour l'instant, il y a un risque assez élevé pour ces personnes-là d'être plus isolées. Cette période-ci qu'on vit pour l'instant est donc beaucoup plus difficile à vivre pour ces personnes qui se retrouvent malheureusement parfois seules chez elles. Nous faisons vraiment un appel à chacun d'être extrêmement vigilant pour ces personnes. N'hésitez pas à passer un coup de fil, n'hésitez pas à offrir une oreille bienveillante, car la solidarité, dans des circonstances aussi exceptionnelles, est très importante et fera la différence pour ces personnes. Hier, durant cette conférence de presse, pour parler d'un autre sujet, il y a eu des questions qui nous sont venues concernant les Belges étant à l'étranger. Le conseil reste toujours le même pour ces Belges qui voyagent ou qui ont voyagé à l'étranger, vu que les déplacements non essentiels sont à présent interdits.
c'est tout d'abord de se faire connaître auprès des affaires étrangères sur la plateforme online qui s'appelle Travelers Online, de telle sorte que les ambassades belges à l'étranger puissent entrer en contact avec vous. Si des Belges se trouvent à l'étranger ont des questions par rapport à la situation, ils peuvent contacter directement les affaires étrangères. Il y a un numéro de téléphone spécifique qui a été ouvert pour eux. C'est le 02 501 40 00. Ou bien, vous êtes invité également à prendre contact directement avec les affaires étrangères via leur page Facebook diplomatie.belgium. Là où c'est possible et nécessaire, le gouvernement belge rapatriera ses compatriotes. Ces rapatriements ont déjà eu lieu. Ils sont coordonnés par les affaires étrangères, les postes diplomatiques à l'étranger, mais également en collaboration avec des partenaires européens. À l'heure actuelle, il y a un peu plus de 5000 compatriotes qui ont été rapatriés. C'est la plus grande action de rapatriement que n'ait jamais organisée une autorité belge en l'occurrence. Les chiffres que nous voyons malheureusement encore aujourd'hui sur cette pandémie restent très élevés. Et chaque jour, malheureusement, nous devons déplorer des patients hospitalisés ou des personnes décédées. On souhaite aujourd'hui encore tous exprimer notre soutien pour ces familles et ces proches qui vivent ces moments difficiles dans des circonstances très exceptionnelles. Après plus de 3 semaines, nous voyons néanmoins qu'il y a une certaine tendance positive, même s'il faut être prudent dans ces chiffres. Le nombre de prises en charge dans les hôpitaux est encourageant, diminue. Cela doit nous donner à tous la force de continuer. Nous avons encore du chemin à parcourir, mais nous allons le faire ensemble. Et donc on souhaite vous remercier tous, chacun, pour ces efforts que vous faites maintenant, pour le soutien que vous apportez aux proches, pour cette bienveillance que vous avez l'un envers l'autre. Continuez à tenir bon, continuons à être solidaires, continuons à rester chez nous et à ne sortir que si c'est nécessaire. Et surtout, veillons sur nous, veillons l'un envers l'autre, veillons sur nos proches. Merci. Goedemorgen. Uit statistieken blijkt dat 1/3 van de Belgische gezinnen bestaat uit 1 persoon. Het gaat over ongeveer 1,7 miljoen mensen van alle leeftijden. Het gaat over jonge mensen, mensen van middelbare leeftijd, maar vanzelfsprekend ook over heel wat ouderen. Door de huidige maatregelen dreigen deze personen nog meer geïsoleerd te geraken. Deze periode kan voor deze mensen dan ook zeer ingrijpend zijn. Wees extra waakzaam voor deze personen. Geef hen een belletje en bied een luisterend oor aan. Solidariteit maakt in deze uitzonderlijke omstandigheden een wezenlijk verschil voor deze mensen. Gisteren werd er tijdens deze persconferentie een vraag gesteld over de Belgen in het buitenland. De raad blijft nog steeds hetzelfde. Belgische reizigers in het buitenland kunnen zich registreren op het platform Travelers Online. Zodoende kan de ambassade met hun contact blijven opnemen. Belgen in het buitenland met vragen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het informatienummer van Buitenlandse Zaken. Dat is het nummer 02 511 4000. Of kunnen ook een privébericht versturen op de Facebookpagina van diplomatie.belgium. Waar mogelijk en noodzakelijk zal de Belgische regering België repatriëren. Deze repatriëringen worden gecoördineerd door Buitenlandse Zaken, de diplomatieke posten in het buitenland en de Europese partners. Momenteel zijn er al meer dan 5000 landgenoten gerepatrieerd. Dit is de grootste repatriëringsactie ooit van de Belgische overheid. De cijfers over deze pandemie blijven jammer genoeg zeer hoog. Dagelijks zijn er vele slachtoffers te betreuren. We betuigen ons medeleven aan al de getroffen families en vrienden. Na meer dan 3 weken zien we voor het eerst wel een zeer voorzichtige positieve tendens in de cijfers. De daling van het aantal ziekenhuisopnames is bemoedigend. Dit moet iedereen de kracht geven om dit vol te houden. We zijn er nog lang niet, maar we zijn met z'n allen wel op de goede weg. We bedanken iedereen uitdrukkelijk die de afgelopen weken, dagen de maatregelen strikt heeft blijven naleven. Blijf dit vooral volhouden. Blijf solidair, blijf in je kot, blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar. Dank u wel. Dan kunnen we nu overgaan naar de vragen die gesteld zijn door de journalisten.
Combien de tests quotidiens sont actuellement réalisés? Donc, quotidiennement, nous testons en Belgique les personnes qui doivent être admises à l'hôpital et un certain nombre de soignants qui sont exposés au coronavirus. Comme mentionné, la proportion en tout cas de personnes qui doivent être hospitalisées, le nombre de personnes qui doivent être hospitalisées aujourd'hui commence à diminuer, alors que notre capacité à réaliser des tests a été fortement augmentée ces dernières semaines. Et donc aujourd'hui, il réexiste de nouveau un espace pour tester beaucoup plus. Et c'est donc dans ce sens que nous travaillons. Nous attendons non seulement un élargissement des critères sur qui doit être testé, il faut que les hôpitaux, les laboratoires aient des indications claires qui leur arrivent. Mais d'autres initiatives sont actuellement en cours, de très larges initiatives, notamment vers les maisons de repos. Donc ce nombre de tests est de 80 512 depuis le début de l'épidémie et nous estimons que dans les prochains jours, nous pourrons utiliser au maximum les capacités développées. Hoeveel tests worden op dit moment dagelijks uitgevoerd? Wel, momenteel is het aantal dagelijkse tests nog niet heel erg gestegen, ondanks het feit dat we veel meer capaciteit hebben in de laboratoria. We zien dat het aantal verdachte gevallen die getest moet worden daalt. Het gaat hier dan om de ernstig zieke personen die in het hospitaal terechtkomen. Het is belangrijk dat er de komende dagen snel werk wordt gemaakt van het uitbreiden van de testcriteria, zodat meer mensen kunnen getest worden, ook met mildere symptomen bijvoorbeeld. De riskmanagementgroep is hiermee bezig en op basis daarvan zal het aantal testen kunnen verhoogd worden. Puur labotechnisch is dit mogelijk. Het is nog even wachten op de aanpassing van die criteria. Zullen personeel en bewoners van alle rust- en verzorgingstehuizen worden getest? En indien ja, vanaf wanneer dan? Dat is zeker de bedoeling op termijn. Op dit ogenblik zitten we in een pilootfase. Er zijn een 20.000-tal testen reeds voorzien voor de woonzorgcentra. Dat is onvoldoende om iedereen te testen. Die worden nu selectief ingezet in een bepaalde woonzorgcentra waar er uitbraken zijn en een aantal andere woonzorgcentra. Het is de bedoeling op die termijn verder uit te rollen, zodat er meer systematisch kan gescreend worden bij het personeel en bij bewoners met symptomen of lichte symptomen. Het is dus de bedoeling om dit zeer breed te gaan inzetten, maar dat is een geleidelijk proces. Ik kan daar niet meteen een datum op plakken wanneer dat volledig operationeel zal zijn. Dit zal geleidelijk aan uitgebouwd worden, maar we zijn daar nu mee begonnen. Des dépistages généralisés à toutes les maisons de repos et de soins sont-ils prévus pour le personnel et les résidents? Si oui, à partir de quand? Il existe en Belgique près de 1500 maisons de repos et de soins sur l'ensemble de notre pays. Et l'objectif est clair, c'est de pouvoir proposer un test de diagnostic à tout le monde, que ce soit les professionnels qui soutiennent ces personnes au quotidien et les résidents. La capacité à réaliser ces tests a été très fortement augmentée, comme vous le savez, mais le lancement de cette stratégie de pouvoir tester a commencé. C'est évidemment quelque chose qui, même avec les moyens très importants mis à disposition pour cet effort, c'est quelque chose qui va inévitablement se lancer de façon progressive et tout le monde ne va pas pouvoir bénéficier du jour au lendemain d'un test diagnostique. Mais l'effort est lancé et nous devrions atteindre petit à petit et le plus rapidement possible cet objectif. Le virus pourrait-il devenir cyclique, comme par exemple la grippe? Oui, nous savons que d'autres coronavirus qui sont responsables d'infections plus légères chez l'homme et que nous suivons déjà depuis de nombreuses années ont des pics durant la période hivernale.
Nous ne savons pas encore si ce sera le même type de cycle que nous allons observer avec ce coronavirus, mais c'est tout à fait possible que ce virus revienne de façon régulière, et c'est pour ça que l'ensemble des efforts, les efforts qu'on fait aujourd'hui dans notre vie quotidienne, mais aussi les efforts qui sont réalisés dans les laboratoires de recherche pour trouver des vaccins et des nouveaux médicaments sont tout aussi importants pour pouvoir se préparer à ces prochains pics et pour pouvoir protéger au maximum notre population. Kan dit virus cyclisch worden, zoals bijvoorbeeld de griep? Ik denk dat de kans vrij groot is dat dit een virus gaat worden dat elk seizoen gaat terugkeren. Dat is op zich niet erg. We verwachten dat dit op termijn zich meer en meer zal gaan gedragen zoals een verkoudheidsvirus. En dat is het moment wanneer heel veel mensen immuniteit hebben opgebouwd. Dan kan het virus sommige mensen nog wel besmetten, maar omdat er een gedeeltelijke immuniteit is, zijn de gevolgen daarvan minder erg. Dus de verwachting is dat dit virus op termijn, binnen enkele jaren, een soort van seizoensvirus zou kunnen worden, dat eerder verkoudheidssymptomen gaat induceren. Het probleem is dat we nog in een fase zitten waarin er heel weinig immuniteit is in de bevolking. Heel veel mensen nog heel gevoelig zijn voor dit virus. En dat we dus nog een hele periode moeten doorgaan waarin er heel wat ernstige infecties kunnen plaatsvinden. Dit kan volgende winter nog zijn. Dus eer dat we dat punt, dat evenwicht bereiken tussen infectiedruk en populatie-immuniteit, moeten er waarschijnlijk wel enkele jaren passeren eerst. Verschillende landen zoals Frankrijk en Duitsland willen hun bevolking op een bepaalde manier gaan traceren tijdens de afbouw van de maatregelen. Hoe zit dat in België? Wel, wij denken daar ook heel hard over na. Dat is een onderdeel ook van de exit-strategie. Als we maatregelen gaan versoepelen, is het belangrijk dat we de vinger aan de pols houden van wat er gebeurt in de bevolking, wat er gebeurt met de viruscirculatie. Komen er nieuwe haartjes? We moeten die snel kunnen identificeren. En we moeten ook snel de contacten kunnen vinden van de besmette personen, zodanig dat die mensen ook kunnen opgevolgd worden. Die teststrategie zal daar heel belangrijk in zijn. Dat is eigenlijk een van de hoofdredenen waarom we nu die testcapaciteit zo sterk aan het opdrijven zijn, omdat dit een belangrijk wapen gaat zijn in die fase na de uitbraak. En even belangrijk is natuurlijk het traceren van de contacten. En daar wordt over nagedacht hoe we dat zo efficiënt mogelijk kunnen doen. Daar zijn technologische hulpmiddelen voor. Dat kan met mankracht. Dus daar wordt nu volop over nagedacht in een werkgroep om te zien hoe we dat zo goed mogelijk kunnen aanpakken. Plusieurs pays, comme la France et l'Allemagne, feront appel au tracking de la population pour le déconfinement. Qu'en est-il en Belgique? Donc, ce qu'on appelle le tracking, c'est la recherche active de cas. C'est-à-dire que quand nous allons pouvoir mieux contrôler cette épidémie, aller encore plus loin dans les phases nécessaires pour gérer cette épidémie, eh bien, il est certain que nous devons pouvoir dépister le plus rapidement possible les personnes qui sont malades, mais non seulement ces personnes-là, aussi aller s'en guérir de la situation dans l'entourage proche de ces personnes. Cet entourage peut être infecté de façon symptomatique ou asymptomatique, et tout l'effort nécessaire pour aller dans l'entourage de chaque nouveau patient est un effort extrêmement important et surtout extrêmement nécessaire si on veut pouvoir aller aussi vite que le virus et pouvoir éteindre les feux qui se présenteront inévitablement dans les semaines et les mois qui viendront. Pour faire ce travail d'aller rechercher les cas contacts, eh bien, c'est un travail qui nécessite évidemment beaucoup de personnes, puisque chaque nouveau cas devra être accompagné d'un groupe ou d'une personne qui l'aidera à aller tracer ces contacts. On peut évidemment penser à des outils digitaux comme des applications, et donc un certain nombre d'applications sont aujourd'hui développées en Belgique et ailleurs et sont activement étudiées dans le cadre de la stratégie de sortie. Mais donc c'est une approche intégrée
qu'il faudra évidemment développer. Nous pensons qu'elle est nécessaire. Il faut bien entendu que les outils mis à disposition et la capacité en termes de ressources humaines soient également présentes pour que nous puissions lancer cette activité qui devra accompagner la stratégie de sortie. Avons-nous désormais une idée de quand le pic hospitalier sera atteint? Bien, nous pensons qu'au vu des chiffres et de l'évolution de ces derniers jours, que nous sommes arrivés à un plateau. Ce plateau, si nous maintenons les efforts au niveau de la communauté en termes de limitation de la transmission, devrait pouvoir être maintenu et nous le pensons pourrait aussi se transformer en une diminution progressive. Ce plateau, si nous relâchons les efforts maintenant, eh bien nous savons que ce qui nous attend, c'est une augmentation à nouveau. Et donc, oui, aujourd'hui, c'est notre décision de savoir si nous voulons transformer ce plateau en pic et d'aller vers une phase où nous descendons, ou si nous relâchons trop vite, eh bien que ce plateau soit une phase avant une nouvelle augmentation. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement important aujourd'hui de maintenir notre effort, et même si on commence à parler de stratégie de sortie, il faut savoir que nous ne sommes pas aujourd'hui dans une position où nous pouvons relâcher nos efforts, il faut continuer. Weten we wanneer een piek zal zijn in het aantal hospitalisaties? Wel, we moeten een onderscheid maken tussen twee getallen. Enerzijds is het aantal nieuwe patiënten die elke dag opgenomen wordt in onze ziekenhuizen. En daarvan zien we dat er al een aantal dagen een stabilisatie is, misschien zelfs een daling van het aantal nieuwe opnames. Dus mogelijk beginnen we daar al iets te zien wat op een piek lijkt. Er is ook een tweede getal, dat is het totaal aantal mensen die op dit ogenblik in de ziekenhuizen verblijven met COVID-19. Dat getal stijgt nog licht door. Dat komt omdat, ondanks de daling van het aantal nieuwe opnames, de mensen die in het hospitaal liggen daar meestal meerdere weken verblijven. Dus het duurt even vooraleer daar zich ook nog een daling kan manifesteren. We verwachten dat dat mogelijk toch een van de komende dagen of weken zal inzetten, maar het is moeilijk om dat exact te voorspellen. Er zijn een aantal gevallen bekend waarbij mensen dieren hebben geïnfecteerd, bijvoorbeeld een kat of een tijger. Weten we of besmetting in de omgekeerde richting ook kan gebeuren? Besmetting van dier op mens is tot nu toe nog niet beschreven. Het is duidelijk dat dieren meer schrik moeten hebben van mensen dan mensen van dieren, voor wat betreft dit virus. We denken dat het ook niet zo'n grote rol speelt in de verspreiding van dit virus. Er zijn vooral gevallen beschreven in de tussentijd bij katten. Honden zouden minder gevoelig zijn. Maar het is bijna altijd zo dat de kat het slachtoffer was van de infectie bij de mens. In omgekeerde richting is het eigenlijk nog niet beschreven. Après plusieurs cas confirmés de contamination de l'homme vers un animal comme un chat ou un tigre, sait-on si la contamination est possible de l'animal vers l'homme? Nous pensons que la transmission initiale s'est faite de l'animal vers l'homme, d'accord ? C'est ce qui s'est passé en Chine il y a déjà plusieurs mois, mais que cette transmission de l'animal vers l'homme est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement rare et n'a pas été décrit. Au contraire, les humains sont largement vecteurs de cette épidémie aujourd'hui et la transmission se fait d'homme à homme et on l'a vu dans certains cas qui restent pour l'instant très limités. Une personne malade, infectieuse, peut transmettre le virus à son animal de compagnie. On pense que les chats sont plus sensibles que les chiens, par exemple. Mais donc, aujourd'hui, la transmission, c'est vraiment d'homme à homme, d'abord. De l'homme à son animal de compagnie, de temps en temps, ça peut arriver, puisqu'on le décrit. Mais par contre, dans l'autre sens, c'est quelque chose pour lequel nous n'avons aucune évidence. Et donc, nous pensons à ce jour que ce n'est certainement pas un des vecteurs qui contribue à la propagation du virus de façon significative dans notre société. Comment réagissez-vous à la recommandation de la ville de Wavre et de certains virologues de rendre obligatoire le port d'un masque buccal en rue?
d'une manière générale, nous savons que dans la gestion de cette épidémie, tous les efforts, toutes les bonnes intentions, y compris qui sont réalisés de façon extrêmement limitée et donc dans l'espace et donc de façon non coordonnée, auront un impact extrêmement limité sur la propagation du virus. Nous pensons qu'il faut faire un effort pour que les mesures que nous prenons se fassent de façon cohérente sur l'ensemble de la population. Vous savez qu'un masque est un élément parmi d'autres pour diminuer la transmission et que dans le contexte actuel, qui est évidemment amené à évoluer, quand on reste chez soi, qu'on respecte les distanciations sociales, porter un masque ne va pas contribuer de façon importante à la diminution de la transmission, mais dans un futur, évidemment, que nous envisagerons tous les scénarios pour permettre aussi de reprendre une vie qui ressemble un peu plus à notre vie habituelle, et donc où la distanciation physique sera moins applicable dans certaines circonstances, et dans ce cas-là, le masque pourra avoir son utilité, mais de nouveau, il faudra que ce soit fait de façon cohérente pour que cela puisse avoir un impact et contribuer à maîtriser la propagation du virus dans notre communauté. Wat vindt u van de aanbeveling van de stad Waver en bepaalde virologen om het dragen van een masker op straat verplicht te maken? Wel, wij denken dat dat in de huidige context weinig toegevoegde waarde biedt. In deze fase van de epidemie hebben wij gekozen voor een aanpak van afstand houden. Minimum 1,5 meter afstand tegenover elkaar. Het dragen van maskers voegt daar heel weinig aan toe. Dus het heeft weinig zin voor een gezond persoon die zich begeeft in de openbare ruimte, die op straat gaat wandelen om een masker te dragen. Naar de toekomst toe is het mogelijk dat wanneer er terug meer intens contact tussen mensen is en voor specifieke beroepen of activiteiten, kan dat overwogen worden om te zien of dat een nuttige aanvullende strategie is. Maar op dit moment heeft dat echt heel weinig zin. En het heeft nog veel minder zin om zoiets op gemeentelijk niveau te beslissen. Als dat dan ook niet gevolgd wordt in andere delen van het grondgebied, is dat eigenlijk weinig waardevol. Er is een en ander te doen over de versoepelde maatregelen van gisteren. Welke juridische waarde hebben die richtlijnen? Verschillende parketten hebben al gezegd dat ze niet zullen vervolgen op basis van de nieuwe richtlijnen, maar wel op basis van een veel minder gedetailleerd ministerieel besluit. Komt er een verduidelijking van dat besluit? Eerst en vooral misschien heel even verduidelijken dat er geen versoepeling is van de maatregelen. Er zijn verduidelijkingen aangebracht, maar de basismaatregelen zijn nog nooit gewijzigd. Er zijn enkel verfijningen aangebracht en verduidelijkingen. Wat betreft die maatregelen, die noodzakelijke maatregelen voor de volksgezondheid, zijn genomen door de Nationale Veiligheidsraad. Die hebben een wettelijke basis gekregen in verschillende ministeriële besluiten. Dat is de wettelijke basis van die maatregelen. Die maatregelen zijn verduidelijkt en concreet gemaakt door het Federaal Coördinatiecomité om het mogelijk te maken dat deze maatregelen door iedereen kunnen nageleefd worden. In dat Federaal Coördinatiecomité worden die maatregelen opgevolgd en worden die verduidelijkt bij consensus. In dat Federaal Coördinatiecomité zitten dan ook alle verschillende betrokken diensten en verschillende overheden. Il y a une discussion concernant les mesures annoncées hier. Quelle en est la valeur juridique? Plusieurs parquets ont déjà annoncé de poursuivre les infractions sur base de l'arrêté ministériel qui est moins détaillé que les lignes directrices de hier. L'arrêté serait-il clarifié? Alors une précision par rapport à ce qui a été communiqué hier, les mesures n'ont pas changé, on a juste davantage expliqué les mesures. En termes de décisions, les décisions ont été prises tout d'abord par le Conseil national de sécurité, donc autour de la Première ministre avec notamment les ministres-présidents des régions et des communautés. Ces décisions politiques ont été traduites dans des textes légaux, des arrêtés ministériels, notamment un arrêté ministériel du ministre de l'Intérieur précisant ces mesures renforcées. Et c'est vrai que c'est cet arrêté ministériel et ceux qui ont suivi qui sont les bases juridiques, les bases de force de loi pour l'application de mesures renforcées.
Mais c'est vrai aussi que suite à ces grandes décisions politiques, il y a eu énormément de questions, puisque une telle pandémie touche toute notre vie socio-économique, et touche chacun d'entre nous. Et les autorités ont voulu apporter un maximum de réponses. On ne peut pas répondre à tout, malheureusement, mais on essaie en tout cas de guider au mieux et d'accompagner chacun dans cette situation. Et donc c'est le Comité fédéral de coordination, c'est un organe dans notre gestion de crise en Belgique, qui réunit l'ensemble des autorités politiques et administratives, des régions, des communautés et du fédéral, qui ensemble ont parcouru toutes ces questions, qui remontent notamment des bourgmestres, des gouverneurs ou de la population via les médias sociaux ou le call center, et on a essayé ensemble d'apporter un maximum de réponses. Donc le document qui a été diffusé hier, et l'ensemble des réponses, c'est des précisions, des exemples concrets pour pouvoir guider au mieux chacun pour respecter les mesures qui ont été décidées dans l'arrêté ministériel. Merci pour ces nombreuses questions. On se retrouve demain même heure, 11h, pour continuer à vous informer et vous accompagner. Le message pour aujourd'hui est assez clair. Tenons bon, soyons solidaires. Blijf dus volhouden en blijf solidair. Dank u wel.